Ok, bon après-midi, je m'appelle Nicolas Gertchev et je suis très heureux de pouvoir participer à cette deuxième édition de l'Université d'automne, ayant été un des intervenants l'année dernière. Je travaille actuellement en tant qu'économiste à Bruxelles. Alors, le titre de mon intervention est un petit peu faussé. On a l'impression qu'on va discuter de méthodes tout à fait modernes, c'est-à-dire nouvelles, autrement dit qui n'ont jamais existé de la création monétaire. Il n'en est rien. D'une certaine manière, les méthodes de création monétaire, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Je vais plutôt saisir l'occasion de faire une présentation plutôt empirique qui aura pour objectif de rappeler ce que c'est que la création monétaire, comment elle se fait et de souligner quelques aspects concrets de cette création monétaire appuyée par des données. Autrement dit, je vais essayer de donner une espèce de grille de lecture inspirée de la théorie autrichienne de la réalité monétaire d'aujourd'hui. Alors, il faut commencer par poser le cadre analytique. Autrement dit, quelles sont les grandes caractéristiques des systèmes monétaires dans lesquels nous vivons aujourd'hui. J'en relève 4 d'un point de vue autrichien. D'abord, les banques commerciales fonctionnent avec des réserves fractionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été déjà expliqué. Ça veut dire qu'une banque qui reçoit un dépôt de 100 unités peut octroyer du crédit fiduciaire jusqu'au multiple de ces 100 unités. Si elle doit garder 1% en réserve, comme c'est aujourd'hui le cas dans la zone euro, elle peut faire du crédit jusqu'à 10 000 unités monétaires en gardant ces 100 unités de dépôt en tant que réserve. Le système monétaire d'aujourd'hui aussi est basé sur des papiers-monnaies, ce qui veut dire qu'en fait la monnaie n'est convertible en rien d'autre qu'en elle-même. On ne peut pas exiger le paiement de cette monnaie. C'est une monnaie qui est décrétée, qui est imposée par une banque centrale, qui bénéficie de la protection légale de l'État en place, et des monnaies papier donc qui sont produites par des banques centrales. Je vais vous montrer le bilan de la Banque centrale européenne et les différentes actions de politique qu'elle a entreprises. Cette banque centrale a le monopole de la production de la monnaie sur un territoire donné. Et accessoirement, il y a un quatrième point qu'on peut relever, c'est qu'il existe des systèmes nationaux de garantie des dépôts. J'ai mis ce point ici juste pour le lier peut-être au débat actuel sur la création d'une union bancaire dans la zone euro. Ces systèmes nationaux de garantie de dépôt, en réalité, ne sont qu'un instrument de création de confiance et de modification de la psychologie des déposants, puisque ces systèmes, qui consistent en réalité dans un fonds qui est censé rembourser les dépôts d'une banque qui serait tombée en insolvabilité, ces fonds ont très peu de ressources, et ces ressources sont habituellement investies dans des titres de dette, ou pire encore, parfois placées dans les banques même qui ont besoin d'être sauvées. Donc en réalité, ces fonds de garantie n'ont aucune capacité d'effectivement payer les dépôts lorsque ces dépôts doivent être payés. Alors, pour résumer brièvement le mécanisme de la création monétaire, il y a deux termes que vous avez entendus aujourd'hui, la monnaie de base et la monnaie au sens large. Et la création de monnaie scripturale aujourd'hui commence par une augmentation de la monnaie de base par la Banque centrale. Cette monnaie de base consiste en billets en circulation et réserves des banques commerciales. Il s'agit donc de créer des réserves excédentaires au-delà de des réserves que les banques doivent garder à tout moment. Et cette monnaie de base, on le verra plus en détail par la suite,
se fait par l'achat ou la création de nouvelles créances par la Banque centrale. Soit elle peut racheter des créances de court terme, c'est ce qu'on appelle habituellement l'escompte, soit elle peut faire des prêts sur gage, prêts qui sont donc garantis par des titres présentés par les banques commerciales, qu'on appelle du collatéral, ou elle peut également abaisser le taux de réserve obligatoire. C'est ce qui a été fait en janvier, en le baissant de 2% à 1% des dépôts dans la zone euro. Et en abaissant le taux de réserve obligatoire, sur la même base de dépôt, les banques doivent donc garder, les banques commerciales, moins de réserves. Et donc une partie des réserves existantes deviennent des réserves dites excédentaires. Et c'est sur ces réserves-là que les banques commerciales peuvent asseoir une nouvelle expansion de crédit fiduciaire. Et c'est donc la deuxième étape du mécanisme de la création monétaire, c'est la multiplication de ces réserves excédentaires par les banques commerciales. Et donc l'expansion de la monnaie dite au sens large. On a entendu ce matin qu'il y a différents agrégats qui essaient de mesurer la monnaie au sens large. Il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Les banques le font en faisant des crédits aux ménages, hypothécaires, de consommation, des crédits aux entreprises, différents types aussi, avec ou sans garantie. Mais il ne faut pas oublier que l'achat d'obligations, soit émises par le secteur privé, soit émises par l'État, est également une forme de crédit fiduciaire. Et un dernier point aussi à toujours surveiller, ce sont les créances internationales. En réalité, une banque peut étendre sa présence à l'étranger en créant des filiales qui sont financées par un crédit de la maison mère. C'est toute l'expansion des banques grecques, belges. Donc les créances internationales sont une partie de l'expansion, de la multiplication des réserves excédentaires. Alors, l'objectif de ma leçon était de se focaliser plus sur le bilan des banques centrales, parce que paradoxalement, les banques centrales ne sont pas du tout transparentes et c'est assez compliqué de comprendre ce qu'elles font. Mais j'ai pensé qu'il serait utile de dire quelques mots également sur la mécanique de la multiplication faite par les banques commerciales. Et il y a deux institutions financières, d'une certaine manière, que je voudrais évoquer. L'une est le marché interbancaire. Et je voudrais vous donner une présentation un petit peu autrichienne de ce marché. Et l'autre institution est celle de la titrisation. De cette manière, on va voir deux segments du marché financier que l'on peut interpréter à la lumière de la théorie autrichienne, deux segments qui sont assez importants. Alors le marché interbancaire, j'ai été surpris de constater que dans la zone euro, c'est un marché monstre. C'est à peu près 6 000 milliards d'euros, ce qui représente pas 2/3, mais environ 50%, entre 40 et 50% des crédits à l'économie privée. Et j'ai été un petit peu choqué dans le sens qu'en fait, il s'agit de crédits de banque à banque. Et je me suis posé la question, mais pourquoi les banques se font tel crédit? Pourquoi, au lieu de se faire crédit entre elles, ne font-elles pas du crédit à l'économie réelle directement? C'est un marché qui m'a paru initialement un petit peu bizarre. Donc j'ai essayé de comprendre, et voilà la compréhension à laquelle je suis abouti d'un point de vue autrichien. En réalité, les banques commerciales qui sont en situation concurrentielle sont soumises quotidiennement à des flux de liquidités. Lorsqu'un client, et c'est surtout les banques à réserve fractionnaire, lorsqu'un client fait un paiement, le client d'une banque A fait un paiement au client d'une banque B, il y a un flux de liquidité entre les deux banques. Et ce flux de liquidité doit se financer d'une manière ou d'une autre. Et il y a deux possibilités. Soit elle peut se financer avec un paiement courant, et donc en monnaie de base, puisque les banques commerciales se payent
dans leurs réserves déposées sur leur compte à la Banque centrale, soit par un financement différé, autrement dit par un crédit entre les deux institutions. Et en réalité, le marché interbancaire, c'est le marché du financement différé des flux de liquidités entre banques. Et on peut essayer de comprendre pourquoi un tel marché existe. En effet, il représente quelques avantages pour les banques à réserve fractionnaire. Ça leur permet en réalité de s'auto-refinancer d'une certaine manière. Elles peuvent fonctionner donc sans réserve excédentaire. Une banque peut générer une expansion du crédit. Imaginons qu'une seule banque, par exemple, dispose de réserves excédentaires, elle les multiplie. Et logiquement, elle devrait financer ces flux de liquidité avec de la monnaie de base. Mais si elle trouve une autre institution qui accepterait un paiement différé, elle n'a pas besoin de sortir de la monnaie de base, de sa trésorerie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'expansion de crédit peut se faire de manière plus accélérée. Si vous regardez comment la multiplication de la monnaie est décrite dans les manuels traditionnels, il y a toujours d'abord une banque, celle qui reçoit les réserves excédentaires, qui fait des crédits nouveaux exactement égaux au montant des réserves reçues, parce qu'elle va perdre la quasi-totalité en flux de liquidités vers d'autres institutions. Et donc, dans un deuxième temps, il y a une autre banque qui reçoit des réserves excédentaires, et elle va les multiplier à son tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans les manuels, on décrit un processus séquentiel. Mais ce processus séquentiel ne tient pas compte précisément de la réalité de ce marché interbancaire qui permet aux banques de faire de l'expansion de crédit simultanée sans attendre que les réserves excédentaires parviennent dans leur coffre. Et donc, en réalité, voilà pourquoi ce marché est aussi gonflé dans la zone euro. Il permet une expansion beaucoup plus rapide par un système d'autorefinancement. Pourquoi certaines banques acceptent-elles de devenir créditrices d'autres institutions? Eh bien, ce marché interbancaire, évidemment, le crédit n'est pas gratuit. On paye le crédit et en réalité, c'est un système de redistribution des gains d'intérêt. Même si la banque B ne fait pas de crédit à l'économie réelle, en refinançant la banque A, qui, elle a fait un crédit à l'économie réelle, elle obtient une partie des gains de l'expansion de crédit, même si elle-même n'y a pas participé. Et donc, de ce fait, il y a une espèce de cartélisation qui se crée. Et le marché, même si nominativement il y a des banques qui sont compétitives et en rivalité, le marché interbancaire permet une coordination de l'activité des banques, une réduction des rivalités entre les institutions. Et de là également, en effet indirect, une plus grande facilité de l'expansion de crédit. Alors aujourd'hui, on nous dit que ce marché est en dysfonctionnement, c'est en partie vrai. Ce dysfonctionnement arrive lorsqu'il y a une perte de confiance, lorsque certaines banques ne désirent plus refinancer d'autres banques. À ce moment-là, la Banque centrale est obligée d'intervenir parce que la banque qui est débitrice sur le marché interbancaire, elle-même, elle n'a pas initialement de réserve excédentaire. Et pour que les opérations de crédit se dénouent d'une certaine manière, il n'y a aucune autre manière. Soit il faut que la banque débitrice fasse faillite, mais alors la banque créditrice aussi parce qu'elle est exposée, et donc tout le système bancaire s'écroule d'une certaine manière, soit il faut que la Banque centrale, à ce moment-là, intervienne dans son rôle de prêteur en dernier ressort, et c'est exactement ce qui s'est passé.